Bonjour, nous allons donc aujourd'hui traiter du troisième cours de rapports sociaux et inégalités. Voilà, j'espère que vous avez commencé un petit peu à lire. Je vous ai mis un texte à disposition ainsi que l'enregistrement de Simone de Beauvoir que vous avez pu trouver en ligne. Voilà, je pense que c'est bien de ne pas laisser tout le travail à la fin de l'année, au moment des examens, et voilà, de travailler au fur et à mesure, notamment sur les cours bien sûr, mais aussi sur les documents écrits et audio, vidéo qu'on peut vous indiquer. Alors, on va poursuivre ce que l'on a entamé la semaine dernière, enfin, la séance précédente, euh, autour des rapports sociaux de sexe et des inégalités qui en découlent. Donc, pour se remettre un petit peu en mémoire, peut-être, ce dernier cours, je vous demande comment se constitue un groupe femme et un groupe homme. Je vous laisse un petit peu de temps pour réfléchir à la question. C'est des choses qu'on a traitées la semaine dernière, à laquelle on a un peu répondu. Alors, je suppose que vous avez retrouvé cette notion de différenciation. Et effectivement, c'est par un processus de différenciation qui débute dès la naissance que vont se constituer un groupe femme et un groupe homme. On peut dire que la différence anatomique entre femelle et mâle est amplifiée par la production de différences physiques, sociales, mentales, qui vont créer des femmes et des hommes. Pourquoi on parle de différence anatomique Comme on l'a dit la dernière séance, la catégorisation, elle s'opère au moment de la naissance sur une base anatomique. On ne fait pas de détection chromosomique ou hormonale pour classer les individus. C'est simplement visuellement qu'on va constater quels sont les organes génitaux des bébés et les considérer comme femelle ou mâle, donc fille ou garçon. Et sur cette première catégorisation, on va voir un travail de différenciation qui va s'opérer dès la naissance et se poursuivre tout au long de l'existence à travers ce qu'on pourrait appeler une féminisation d'une part, physique, sociale, mentale, et une masculinisation d'autre part, là encore physique, sociale et mentale. Alors si on essaye de mettre du concret sous ces idées, qu'est-ce que vous pouvez me trouver comme exemple de féminisation physique ou de masculinisation physique? Encore, je vous laisse un petit peu réfléchir. Bon, il y a des choses certainement que vous avez pu trouver. L'épilation des femmes, clairement, c'est une façon de féminiser le corps, dans la mesure où on appréhende la pilosité comme un attribut masculin. Eh bien, effectivement, les femmes vont éradiquer, réduire en tout cas, la pilosité, et donc c'est une pratique aujourd'hui massive des femmes de s'épiler pour voilà, se différencier du corps masculin et pour le coup féminiser le corps féminin. Donc on voit bien la production d'une différence physique. Toujours dans le registre corporel, musculation des hommes. Vous allez me dire, je connais ma voisine qui fait de la muscu, d'accord, mais pour autant, c'est quand même en grande part des hommes qui font de la musculation pour transformer leur corps dans un aspect plus viril, plus masculin. Et puis sur cette, différenciation physique, bien sûr, c'est le look,
les cheveux, la coiffure, les vêtements, les chaussures, tout ça participe, heu, d'une féminisation, hein, ou d'une masculinisation. Les femmes vont, avoir plus souvent les cheveux longs. Quand les hommes ont les cheveux longs, on voit bien qu'ils ne les portent pas de la même façon que les femmes. Hein, ils vont pas avoir recours à des fers à lisser, ils vont pas les coiffer de la même façon. De la même façon qu'effectivement, on va trouver des femmes qui ont des cheveux courts, mais vous voyez bien que ce ne sont pas les mêmes coiffures. Il existe bien des coiffures pour, hommes et des coiffures pour femmes, donc là aussi, hein, c'est une façon de différencier, hein, les hommes et les femmes. Qu'est-ce qu'on pourrait donner comme exemple de féminisation, sociale, hein, ou de masculinisation sociale? Je vous laisse un petit peu réfléchir. Bon, vous avez sans doute, hein, des idées. On peut effectivement envisager que les façons de se comporter, hein, les postures, les gestes, les façons de marcher, de se tenir, hein, sont fortement, connotées, masculines ou féminines. Ce sont aussi les façons d'interagir, ne pas montrer ses émotions pour les hommes, ou au contraire, hein, se montrer, aimable, sensible, délicate pour les femmes. Tout cela, hein, on pourrait certainement rallonger la liste, hein, sont des exemples, hein, de différenciation qui se construisent socialement, hein, et qui, indiquent, hein, que l'individu, hein, est dans un registre, féminin ou dans un registre masculin. Et pour, terminer, hein, qu'est-ce que vous pourriez trouver comme exemple de féminisation et de masculinisation mentale? Mmh, c'est peut-être un petit peu moins facile, mais il y a quand même des choses, hein, qui, différencient fortement, les unes et les autres, hein, et qui se construisent, durant la socialisation. C'est le cas, par exemple, hein, de la ce qu'on appelle la confiance en soi, hein, on a des travaux, hein, qui montrent très clairement que les hommes ont davantage confiance en eux-mêmes, hein, que les femmes. L'estime de soi, là encore, il y a une différenciation, très nette. L'ambition, mmh, le goût de la compétition, tout cela, est davantage construit, hein, chez les garçons, hein, chez les hommes. Du côté des femmes, hein, c'est davantage le souci des autres, la pudeur, la bienveillance, hein, qui vont être, construits, dès le plus jeune âge, chez les filles, chez les femmes, hein. Donc on voit, hein, que chez les individus, il y a un travail, de différenciation, hein, qui s'opère sur le plan corporel, sur le plan mental, heu, en termes d'aptitudes sociales, qui vont amplifier très fortement, hein, les différences entre, des hommes et des femmes, et donc marquer, hein, clairement, le groupe d'appartenance. En se référant à un article de Goffman, un article qui s'appelle Gender Display, qui a été traduit en français sous le titre Le déploiement du genre dans la revue Terrain en 2004. Euh, on peut dire que la plupart des humains considèrent avoir une nature féminine ou bien une nature masculine, et que cette nature, ils doivent la mettre en scène au quotidien. Ils doivent l'interpréter dans la vie de tous les jours. Vous pouvez aller lire ce texte, hein, je vous y invite, bien sûr. Je ne sais pas si ça tient à la traduction ou si c'est le texte en lui-même dès le départ, hein, qui est assez ardu, hein. Donc voilà, c'est pas, contrairement à beaucoup d'autres travaux de Goffman, hein, qui sont plutôt accessibles, hein, là, je trouve que le propos n'est pas aussi limpide, hein, qu'il l'est dans d'autres
de ses écrits. Mais voilà, l'idée importante que je reprends de Goffman, là, c'est cette idée que on adhère spontanément à cette représentation d'une nature féminine et d'une nature masculine. Et en conséquence, on va considérer comme normal d'agir, de penser d'une façon appropriée, accordée à ce que l'on considère être notre nature, ou bien féminine, ou bien masculine. Il y a 2 chercheurs américaines, West et Zimmerman, qui reprennent cette idée dans un article qui s'appelle Doing Gender, que l'on peut traduire par performer le genre, incarner le genre, quelque chose comme ça. C'est pas très facile à traduire. Et qui reprennent cette idée que au quotidien, on va agir, penser, percevoir d'une façon féminine ou bien d'une façon masculine. Et du coup, cette façon d'agir et de penser au quotidien vont renforcer cette appréhension d'une nature, d'une supposée nature féminine et masculine. Autrement dit, cette performance quotidienne du genre peut donner la perception, la représentation, alimente les représentations d'une nature féminine et d'une nature masculine. Pour autant, je vous ai dit la plupart des humains, parce qu'effectivement, il y a une petite population, une frange de la population qui ne veulent pas ou ne peuvent pas incarner le genre qui leur est attribué. Voilà, des enfants à qui on assène qu'ils sont des filles et qui n'y arrivent pas, ou inversement des garçons à qui on assène qu'ils sont des garçons mais qui n'arrivent pas à s'identifier à cette catégorie et qui vont adopter plutôt des caractéristiques de l'autre catégorie, ou bien essayer de développer une troisième catégorie qui serait plutôt neutre. Ça peut aussi être à l'âge adulte, un individu qui jusque-là arrivait à s'identifier à la catégorie femme ou homme et qui n'y arrive plus et qui pour être en adéquation avec ce qu'il se ressent être intimement, abandonne les caractéristiques de son genre. Donc cette population-là qui refuse de performer, pour traduire l'expression anglophone, qui refusent de performer un genre, qui ne peuvent pas ou qui ne veulent pas performer un genre, on a cette appellation qui a surgi dans les années 90 aux États-Unis de queer. Queer, on peut le traduire par bizarre, étrange. Donc, en adéquation avec ce ressenti et cette perception sociale d'individus qui ne se catégorisent ni en homme ni en femme et qui vont se revendiquer d'une troisième réalité, queer. Je vous renvoie à deux ouvrages, 2 écrits. Le premier de Judith Butler, qui est donc une chercheure américaine, mais aussi militante dans le mouvement queer,
revendication d'une identité qui ne soit pas genrée, donc une identité hors catégorie homme-femme. Donc l'ouvrage le plus connu de Judith Butler, c'est Trouble in the Gender, donc traduit en français par Trouble dans le genre. Et le sous-titre, c'est Pour un féminisme de la subversion. Donc vous voyez que c'est quand même un ouvrage qui est aussi militant. C'est effectivement une réflexion, une analyse, mais simultanément une prise de position forte. Judith Butler a une formation en philosophie, c'est une philosophe. Vous pouvez retrouver les principales idées dans un article mis en ligne par la revue Multitude, Faire et défaire le genre, voilà, que vous pourrez trouver et donc lire. Et puis, dans la recherche francophone, je vous cite Marie-Hélène Boursier, qui a écrit un ouvrage intitulé Queer Zone. C'est une enseignant-chercheur à Lille, il me semble, dont on peut dire également, alors c'est une sociologue à la base, on peut dire également qu'elle est militante. Alors là, c'est un ouvrage qui date d'une période où elle se prénommait Marie-Hélène. Désormais, elle se fait prénommer Sam. Donc voilà, vous trouvez des travaux qui font référence à Marie-Hélène Boursier, des travaux qui font référence plus récemment donc à Sam Boursier. Donc il s'agit de la même personne qui refuse de se catégoriser en femme ou en homme et se revendique d'une catégorie, je ne sais pas si on peut dire intermédiaire, en tout cas d'une autre catégorie, queer. Certains parlent aussi de catégorie neutre, et effectivement, on sait que dans certains pays, cette catégorie neutre existe, et donc il y a aussi en France une revendication à la création d'une catégorie neutre. Il y a un cas qui a été médiatisé dans les mois passés d'une personne plutôt, je devrais dire, qui est née sans avoir un sexe précisément reconnaissable, donc ni mâle ni femelle, et qui, en conséquence, revendique l'existence, la création d'une catégorie neutre ou d'une catégorie intersexe qui ne l'oblige pas à se classer, soit homme, soit femme, alors que physiquement, il n'est ni l'un ni l'autre, et socialement, il ne s'est pas non plus catégorisé dans l'un ou dans l'autre genre. Donc voilà, de façon synthétique, ce que l'on peut dire sur cette réalité homme et femme. Il y a bien des différences biologiques, et en particulier la différence anatomique qui va servir à cette première catégorisation entre filles et garçons au moment de la naissance, mais ensuite une amplification, voire la création de différenciations pour féminiser les unes, masculiniser les autres. Et on voit bien que cette différence anatomique qui de fait est relativement cachée, puisque voilà, ici et maintenant on vit habillé, va être très fortement amplifiée par des différenciations corporelles, sociales, mentales, qui vont marquer très fortement les individus dans le sens du féminin ou dans le sens du masculin. Donc, on peut dire qu'il y a un processus de différenciation qui se réalise à partir de la naissance entre les filles et les garçons. On pourrait rentrer encore bien plus dans le détail, mais on a d'autres rapports sociaux à traiter, donc on va
on va en rester là. La deuxième question que je voudrais qu'on se pose, c'est: y a-t-il une hiérarchisation? Puisque on avait vu dans la première séance que les rapports sociaux se traduisent par un processus de différenciation et de hiérarchisation. Donc là, on a constaté une différenciation. Y a-t-il hiérarchisation? Pour le dire autrement, on pourrait aussi poser la question de la façon suivante: y a-t-il inégalité entre femmes et hommes? Alors, je vous rappelle que on avait défini inégalité comme étant une distribution inégale entre les membres d'une société des ressources de cette société. Distribution inégale due aux structures de cette société. Donc, est-ce que vous pouvez trouver des exemples, des faits qui montrent qu'il y a une inégalité, autrement dit, une distribution inégale des ressources entre les hommes et les femmes du fait de cette catégorisation? Donc, je vous laisse un peu réfléchir à ce que vous pouvez trouver comme inégalité. Pour mémoire, une inégalité sociale est le résultat d'une distribution inégale, au sens mathématique de l'expression, entre les membres d'une Donc société, des ressources j'imagine de que cette vous dernière, avez distribution inégale due aux pensé structures même de cette aux société, faisant inégalités de naître un sentiment salaire. C'est légitime ou vrai non que d'injustice au sein voilà, de c'est ses quelque membres. chose dont on parle régulièrement. Donc pour ce qui concerne la France, avec une activité professionnelle comparable, il y a en moyenne un écart autour de 20% dans le salaire qu'en tirent les femmes et les hommes, avec un, un bénéfice, un revenu supérieur pour les hommes. Vous avez peut-être pensé au nombre de femmes dans les assemblées, à l'Assemblée nationale ou au Sénat. Il y a effectivement beaucoup plus d'hommes que de femmes. Vous avez peut-être pensé aux responsabilités de tout ordre, les responsabilités politiques, vient d'en parler, mais aussi les responsabilités économiques, quand on regarde dans les grandes entreprises, également aussi d'ailleurs dans les grandes administrations publiques, qui sont les dirigeants. Ce sont beaucoup plus souvent des hommes que des femmes. Donc on voit bien que la distribution des ressources économiques, mais aussi l'accès au pouvoir, n'est pas identique pour les hommes et pour les femmes, au bénéfice des hommes. On va creuser cela davantage. Vous trouvez d'autres exemples de ces inégalités. Euh, alors, un document que je vous ai déjà indiqué, c'est l'interview de Simone de Beauvoir, que je vous invite à aller voir si vous ne l'avez pas déjà fait. Et puis, un documentaire qui m'a été signalé par une étudiante en cours, qui est encore visible sur le site d'Arte, intitulé «Pourquoi les femmes sont plus petites que les hommes». Et c'est tout à fait intéressant parce que l'auteur de ce documentaire commence par aller interroger les médecins. Comment se fait-il que les femmes sont plus petites que les hommes? Et les médecins répondent que c'est parce que le processus de croissance n'est pas similaire pour les hommes et pour les femmes. Et donc la réalisatrice du documentaire est assez insatisfaite, parce que du coup, voilà, la question devient: mais pourquoi le processus de croissance n'est pas le même pour les femmes et pour les hommes? Donc elle va rencontrer des biologistes qui s'interrogent sur cette question, ainsi que des paléoanthropologues. Voilà, elle va avoir des spécialistes dont finalement elle n'est pas très satisfaite
de la réponse, hein, et voilà, c'est souvent un petit peu des réponses tautologiques, hein. Ben voilà, en gros, c'est ben, les femmes sont plus petites parce qu'elles sont plus petites, et voilà, ça ne va pas euh, donner, hein, une véritable explication à cette dissymétrie. Et finalement, hein, c'est du côté des anthropologues et des ethnologues, hein, qu'elle obtient une explication qui lui paraît plus satisfaisante, à savoir, hein, que les femmes, du fait de leur infériorisation sociale, ont été à la fois moins nourries, hein, et nourries d'une façon différente. Et en particulier, hein, l'accès aux protéines, l'accès à la viande était davantage le fait des hommes. Et donc, ces anthropologues, hein, expliquent que sur la longue durée, hein, cette différence alimentaire quantitative et qualitative, hein, a eu des effets sur, là en l'occurrence, la taille, hein, des individus, puisque en moyenne, hein, il y a 15 centimètres d'écart entre les femmes et les hommes. Donc je trouve ça tout à fait intéressant parce que ça montre, hein, que l'on appréhende comme une réalité biologique, hein, est en fait l'imbrication, hein, de causalité biologique et sociale. Et ça rejoint, hein, le propos de Boris Cyrulnik et Edgar Morin dans un ouvrage intitulé Dialogue sur la nature humaine, hein, je crois que je vous l'ai déjà mentionné lors de la première séance, qui explique aussi, hein, qui argumente cette idée que on ne peut pas dissocier, hein, réalité biologique et réalité sociale, hein. Il n'y a pas une réalité biologique qui serait première sur laquelle se surajouterait une réalité sociale, mais au contraire, hein, il y a bien co-construction, hein, simultanée du biologique et du social, hein, l'un influençant sur l'autre, hein, l'un étant en interaction avec l'autre. Et là, en l'occurrence, hein, sur quelque chose que l'on pourrait considérer comme complètement biologique, à savoir la taille des hommes et des femmes, hein, on peut cerner, hein, des explications sociales, hein, qui tiennent au contexte, hein, social de vie des hommes et des femmes. Bon, je vous laisse aller voir ce document sur le site d'Arte, hein, parce que je l'ai trouvé aussi tout à fait intéressant. Il y a un autre document, hein, que je vous invite à aller voir, qui sera mis en ligne sur Cursus, qu'on ne trouve pas sur Internet, si ce n'est par de courts extraits. Un document intitulé 30 ans de télé, vie de couple, vie de famille. C'est un peu ancien, hein, ça date de 1986. Ça a été réalisé par une chaîne de télé qui s'appelait à l'époque Antenne 2, hein, donc l'ancêtre de France 2. Donc on va creuser davantage, hein, à partir de cette première appréhension, hein, de plusieurs inégalités, hein, qui apparaissent entre hommes et femmes, hein. On va creuser davantage, hein, cette réalité, hein, et faire divers constats. On peut déjà dire, hein, de façon un peu globale, générale, que les statuts, hein, entre les hommes et les femmes dans notre société se sont rapprochés, hein. Il y a un processus d'égalitarisation qui a eu lieu, hein, courant XXe, entre les hommes et les femmes. Autrement dit, hein, les statuts sont moins hiérarchisés qu'ils ne l'étaient. Je, je me rappelle avoir lu un article, hein, d'une interview de Claude Lévi-Strauss, voilà, un célèbre ethnologue, anthropologue, hein, dont vous avez certainement entendu parler en ethnologie, dans les cours d'ethnologie, qui disait dans cette interview, hein, à la question
quels sont les principaux changements que vous avez observés. Il répondait ceci, il y a eu 2 changements majeurs que j'ai pu observer. D'abord, l'augmentation de la population mondiale, puisque au moment où je suis née, il y avait 1 milliard d'habitants sur Terre, et actuellement, donc au moment de l'interview, il y en a 6 fois plus. Hein. Et actuellement, c'est même 7 fois plus. C'est-à-dire qu'en moins d'un siècle, on est passé de 1 milliard à 6 milliards au moment de l'interview de Lévi-Strauss, et ce qui est effectivement absolument faramineux. C'est un changement majeur. Et le deuxième changement que Lévi-Strauss énonce, c'est le fait que le statut des femmes s'est complètement transformé, là aussi, au fil du XXe siècle. Et il pointe cela aussi comme un changement majeur du XXe siècle et des sociétés modernes, postmodernes, qui s'observent donc durant son existence au XXe siècle. On peut citer plusieurs indicateurs de cette transformation de statut. Déjà, une transformation de la loi. Si on en revient à la France, alors je ne vous l'ai pas écrit sur la diapo, mais j'aurais pu citer déjà l'obtention du droit de vote par les femmes en 1945, donc elles sont désormais éligibles. Pardon, elles sont déjà désormais électrices, et elles vont aussi pouvoir se présenter aux élections, donc éligibles, ce qui, voilà, sur le plan politique, les met dans la même situation que les hommes. Là, les exemples que je vous ai mis sur la diapo renvoient davantage à la législation de la famille. Jusque 65, une femme était sous l'autorité du chef de famille, donc à savoir son mari, et donc devait obtenir son autorisation pour tous les contrats qu'elle pouvait souhaiter réaliser, que ce soit l'achat d'un logement, aller travailler à l'extérieur, donc un contrat de travail, ouvrir un compte bancaire, tout cela était assujetti à un accord écrit du mari pour une femme mariée. Évidemment, les femmes le déplorent et réclament un changement. Et c'est en 1965, donc lors de la réforme des régimes matrimoniaux, que une femme va être considérée désormais comme pleine décisionnaire, et donc va pouvoir réaliser des contrats, contrats de travail, contrats d'achat, de vente, ouvrir un compte bancaire, etc., sans l'autorisation de son mari. Autrement dit, une égalité va être créée au sein d'un couple marié entre l'épouse et son mari. Donc désormais, il n'y a plus d'appellation, en tout cas d'autorité de l'homme sur son épouse. En 1970, c'est l'autorité paternelle, puisque l'homme avait encore autorité pleine et entière sur ses enfants, qui va être transformée en autorité parentale. Et donc, désormais, l'autorité sur les enfants est partagée entre les enfants, filles et garçons. Et puis en 85, c'est l'égalité dans la gestion des biens de la famille et des biens des enfants qui va être instituée par la loi. Donc voilà, plusieurs lois successives qui viennent rapprocher les statuts des hommes et des femmes
les droits des hommes et des femmes au sein de la famille. En dehors de cet aspect juridique, on peut aussi faire le constat que les fonctions et les rôles des femmes et des hommes sont moins différenciés que durant la première moitié du XXe siècle. On va y revenir tout à l'heure, hein, mais très clairement, hein, on avait, première moitié du XXe, une représentation de la femme et une réalité de la femme en large part dans des fonctions d'épouse et de mère, hein, et donc avec les rôles afférents, hein, de prise en charge du logement, des enfants, du mari. Hein. À partir des années 60, hein, et puis, alors côté masculin, pardon, hein, première moitié 20e, on a des hommes qui sont dans des fonctions de comment on pourrait dire ça? De professionnels, hein, donc engagés dans une activité professionnelle à l'extérieur du foyer, qui rapportent, hein, les subsides, hein, nécessaires à la survie de ce foyer. Autrement dit, hein, une responsabilité économique, hein, pour les hommes et une responsabilité, une fonction domestique et parentale pour les femmes. Donc ça, c'est très marqué première moitié 20e. C'est quelque chose qui va être contesté, hein, à partir des années 60, et dans les années 70, hein, on voit clairement que les femmes retournent sur le marché du travail et que les hommes, hein, vont davantage s'investir dans la sphère familiale, hein, donc dans des travaux domestiques et parentaux. Hein. Donc ces fonctions, ces rôles sont moins différenciés. Hein. Est-ce que pour autant cette différence sont totalement abolies? On va le regarder tout à l'heure en détail. Donc, pour mieux appréhender, hein, ces inégalités entre hommes et femmes, on va zoomer, hein, sur la sphère familiale et sur la sphère professionnelle. Hein, on pourrait interroger beaucoup plus de, de sphères sociales, hein, mais je vais focaliser, hein, sur ces deux réalités-là, hein, familiale et professionnelle. D'abord, hein, si on regarde la sphère familiale, je vais être assez concise, hein, parce que vous allez avoir un cours de sociologie de la famille au second semestre. Hein, donc voilà, je ne vais pas développer maintenant, hein, ce que vous allez y apprendre. Pour autant, hein, ce qui m'intéresse ici, ce sont les rapports sociaux de sexe, hein, au sein de la famille. Et d'abord, hein, on va poser un peu les formes familiales, hein, qui existent aujourd'hui, hein, et qui sont apparues depuis les années 70, justement. Hein. À savoir que on a de moins en moins de couples mariés. On a eu également de plus en plus de divorces, ce qui a généré des familles monoparentales, hein, à savoir un parent avec au moins un enfant, et des familles recomposées, hein, à savoir un couple avec au moins un enfant d'une union antérieure. Et puis parfois, hein, des enfants communs, hein, qui peuvent être nés de cette nouvelle union. Donc ça, c'est des nouveautés, hein, si on peut dire, depuis les années 70, comparé, hein, à la première moitié du XXe. Ce qui est nouveau également, hein, c'est le fait qu'il y a davantage de couples qui ne sont pas mariés et qui sont donc ou bien en union libre, en concubinage, ou bien en PACS. Hein. Le pacte civil de solidarité a été créé en 1999 et il permet
réunir les couples qui ne souhaitent pas se marier, mais qui souhaitent s'engager voilà, dans un engagement officiel, juridique, reconnu. Ce pacte civil de solidarité, il ouvre donc aux, aux couples de même sexe la possibilité de contracter une union reconnue juridiquement. Donc ça, c'est une première différence du Pacs avec le mariage, puisque en 99, le mariage n'était permis qu'à des couples de sexe différents. Une autre différence, c'est que le Pacs va davantage porter sur la dimension, les arrangements économiques entre les deux conjoints, alors que le mariage élargit bien au-delà des arrangements économiques, avec une obligation d'assistance, de fidélité, par exemple, qui montre bien que voilà, ça va bien au-delà des aspects économiques. Donc c'est aussi des arrangements en termes de solidarité voilà, et de sexualité qui sont traités. Euh, une autre, un autre changement, du coup, est ce que l'on peut nommer une reconnaissance juridique et sociale des couples homosexuels. Bon, vous le savez, depuis 2013, le mariage s'est ouvert aux couples de même sexe. Donc, clairement, euh, désormais, dans la loi, il y a une reconnaissance juridique de ces couples homosexuels. On peut dire qu'il y a une relative reconnaissance sociale. Je mets l'adjectif relatif parce que, voilà, on ne peut pas dire qu'il y ait une totale banalisation de ces couples encore dans la réalité sociale française. Voilà pour les changements. Pour autant, on peut dire qu'il y a aussi des permanences sur les 50 dernières années, avec en particulier le modèle familial conjugal monogame, donc autrement dit deux conjoints, deux et pas trois, pas quatre, deux, donc un seul conjoint avec éventuellement des enfants. Ce modèle familial là, il reste dominant. Donc certes, il est moins souvent marié, mais pour autant, c'est quand même une permanence remarquable que celle-ci. Autre permanence, le fait que ce que l'on voit comme une nouveauté, c'est famille monoparentale et recomposée, existait bien avant les années 70. On ne les appelait pas ainsi, mais du fait d'une espérance de vie beaucoup plus limitée, il était relativement fréquent qu'un conjoint décède en laissant donc une épouse ou un époux seul avec des enfants. Autrement dit, la mortalité faisait que il y avait des familles monoparentales, donc un veuf ou un veuf ou une veuve qui se retrouvait seul avec ses enfants et qui de ce fait voilà, rentre dans ce que l'on appelle aujourd'hui les familles monoparentales. Une grande part de ces veuves et de ces veufs se remariaient relativement vite, dans la mesure où les activités, les fonctions, les rôles étaient très différenciés entre hommes et femmes. Il était relativement difficile pour une veuve de prendre en charge son foyer, et inversement, il était très difficile pour un veuf de prendre en charge ses enfants. Et donc, très fréquemment, il se remariait, et donc constituait ce que l'on appelle aujourd'hui une famille recomposée. Donc ces réalités-là existaient déjà, n'étaient pas appelées de la sorte, mais existaient néanmoins. Elles résultaient effectivement de la plus faible espérance de vie
et donc du veuvage, alors que depuis les années 70, les familles monoparentales et les familles recomposées résultent du divorce. Mais vous voyez, ce qui est nouveau, ce ne sont pas ces formes familiales, c'est l'origine de ces formes familiales. Donc, voilà, je relativise un petit peu cette idée de diversification des formes familiales, puisque là, elles sont sans doute plus nombreuses aujourd'hui, mais elles ne sont pas totalement nouvelles. Et puis une autre permanence, c'est ce que l'on appelle l'homogamie sociale. Donc je ne sais pas si vous avez déjà rencontré cette appellation, ça désigne le fait que les individus vont choisir préférentiellement un conjoint de même catégorie sociale. Et on voit qu'aujourd'hui, encore en France, on, on choisit un conjoint de niveau d'instruction proche, de profession proche, préférentiellement. Alors certes, vous allez peut-être connaître un agriculteur qui s'est marié avec une médecin. Cela existe effectivement, mais statistiquement, c'est rare. Donc, on a encore une tendance à l'homogamie sociale, ici et maintenant, relativement claire. Alors, là, on a examiné rapidement les transformations des formes familiales en France depuis les années 70. On a notamment François de Singly qui nous dit que ce ne sont pas tant les transformations des formes familiales qui bouleversent la famille au XXe, mais davantage les transformations des relations au sein de la famille. Et j'irai plus loin en disant que ce sont les transformations des rapports sociaux au sein de la famille qui sont effectivement les modifications majeures qui ont eu cours dans la réalité familiale et donc qui sont, à mon sens, plus importantes même que ces transformations des formes familiales qu'on vient de présenter. Bon. Si on regarde ce qui est constaté dans les familles depuis les années 70, en termes de relations intrafamiliales, et là on peut s'appuyer sur les travaux d'historiens comme de sociologues, on peut dire en synthétisant qu'on a un double mouvement de transformation. D'une part, une sentimentalisation des relations, pour reprendre une expression des historiens, ce que l'on peut également nommer comme une logique affective qui prend place et qui se renforce dans la sphère familiale, une logique affective qui également se légitime. Il est désormais perçu comme normal qu'il y ait un fort sentiment affectif entre les conjoints. Ce n'était pas le cas début XXe. Les individus se mariaient pour tout un tas de bonnes raisons. Rapprocher les terres avec la fille de la voisine, perpétuer un patrimoine, créer une famille, avoir des enfants. Mais le sentiment amoureux n'était pas perçu comme nécessaire pour se marier, début XXe. C'est quelque chose qui se transforme entre 1900 et 1950, avec, dans les années 30, l'idée que quand même ça serait mieux, ça se passe mieux quand les individus les 50, on commence à considérer que il vaut mieux pas se marier même quand il n'y a pas de lien affectif, mais avec d'autres raisons requises pour se marier. Et puis, années 60, ce que De Singly dénomme
le triomphe de l'amour, à savoir que désormais, on considère que pour s'unir, il faut s'aimer. Et c'est désormais ce qui va être considéré comme le pivot central du mariage. Donc, cette logique affective, là, elle a gagné en importance entre les conjoints, mais aussi entre parents et enfants. À savoir que un lien affectif qui certainement existait, mais n'était pas beaucoup exprimé, pas beaucoup montré. Il n'y avait pas de démonstration de cette affection des parents aux enfants. Voilà, cet attachement, il existait certainement, mais il n'était pas pensé, pas valorisé, pas démontré les uns vis-à-vis des autres. Il va se développer et gagner lui aussi en légitimité. Et désormais, les spécialistes de l'enfance, qu'il s'agisse des pédiatres, des psychologues, des pédopsychiatres, vont considérer, donc ça on l'entend dès les années 60, qu'il est absolument nécessaire que l'enfant se sente aimé de ses parents pour qu'il se développe correctement. Et donc ça c'est quelque chose qui se renforce au fil du XXe et devient fortement requis dans les liens parents-enfants. Simultanément à cette logique affective qui imprègne les relations entre conjoints et entre parents et enfants, on voit une délégitimation de la logique de domination, à savoir que cet homme chef de famille, première moitié du XXe, donc dans un statut, une place de domination vis-à-vis de son épouse et de ses enfants, cette fonction et ce rôle vont être remis en cause dès les années 50 et encore dans les années 60, jusqu'à cette révision des lois qui fasse disparaître ce statut de chef de famille. Et donc, ce statut de domination qui a été accordé à l'époux, au père, il n'est désormais plus vu comme légitime, et dans les pratiques ordinaires, il s'affaiblit. On va considérer désormais que un homme ne doit pas avoir recours à la force, alors à la force physique, mais aussi à la contrainte morale vis-à-vis de son épouse, mais aussi vis-à-vis de ses enfants. Donc dans les pratiques, on voit aussi se transformer ces rapports entre conjoints et entre parents et enfants, avec un affaiblissement des rapports de domination entre époux et entre l'homme et son épouse et ses enfants. Bon, on y reviendra, ça ne veut pas dire que ça disparaît complètement. On y reviendra ultérieurement. Mais on peut quand même noter que dans la loi, cette domination disparaît et que dans les pratiques, elle s'affaiblit et elle est délégitimée. Donc clairement, les relations entre femmes et hommes changent autour de la décennie des années 60, avec une réalité familiale très différente à partir des années 70, si on la compare avec avant, donc les années 40, 50. Avant cette décennie des années 60. On
peut dire que la différenciation et la hiérarchisation entre femmes et hommes se sont atténuées avec cette égalité juridique qui va s'instaurer progressivement, et puis une moindre inégalité dans les, dans les faits. On va, on va l'observer de façon plus fine. On est passé dans la réalité familiale de ce qui a été appelé le modèle familialiste à un idéal égalitaire. Le modèle familialiste, il renvoie à la réalité familiale inventée dans la bourgeoisie au XVIIe, avec oui, la création d'un nouveau fonctionnement familial, relativement coupé de son environnement social et avec une forte spécialisation de l'homme et de la femme. Dans les milieux sociaux de la paysannerie et de l'aristocratie, à la même époque, on a des organisations familiales très ouvertes sur l'environnement social et avec une moindre spécialisation des rôles masculins et féminins dans la sphère familiale. Dans la bourgeoisie, donc un nouveau groupe social qui émerge par l'enrichissement de commerçants, d'artisans qui vont pouvoir acheter des charges administratives et donc voilà, obtenir des emplois administratifs relativement lucratifs. Cette population a pour objectif de maintenir et voire d'améliorer cette ascension sociale qu'ils ont connue. Et en conséquence, ils vont organiser la famille pour ces objectifs-là. Et donc ça se traduit par une spécialisation de l'homme dans cette fonction professionnelle extérieure et une spécialisation de la femme dans la prise en charge de la famille, du foyer, des enfants. Et donc la femme va se retirer de l'emploi professionnel extérieur pour se consacrer à la prise en charge de la famille. Autrement dit, elle décharge l'homme de tous les tracas et travaux domestiques, parentaux, donc il peut se consacrer totalement à sa fonction professionnelle, et au contraire, la femme va se retirer de toute fonction professionnelle pour se consacrer au travail domestique et parental. L'idée étant que c'est une organisation effectivement efficace pour prendre en charge les enfants en vue de maintenir et, si possible, développer, accroître la position sociale acquise. Les enfants vont être faits en petit nombre. Les démographes soulignent une baisse de la natalité dans la bourgeoisie à partir du XVIIe, que l'on peut corréler directement à cet objectif de maintenir un statut social élevé. Les couples de la bourgeoisie anticipent qu'avec un grand nombre d'enfants, ils ne pourront pas maintenir le même statut social et transmettre ce statut social à leurs enfants. Donc il y a limitation du nombre d'enfants et éducation, prise en charge des enfants pour accéder à ce niveau social, maintenir cette position sociale qu'ils ont acquise. Donc un modèle familialiste qui naît dans la bourgeoisie au XVIIe, qui se renforce, mais en restant dans ce milieu social longuement, puisque au XIXe, dans la paysannerie et dans la population ouvrière, on n'est pas dans ce type de fonctionnement. Les hommes et les femmes ont une activité professionnelle qui donc subvient à l'économie de la famille,
Les enfants sont envisagés comme une main-d'œuvre. Ils vont donc contribuer à la survie économique du groupe familial et qui plus est, hein, ces groupes familiaux paysans ou ouvriers sont relativement poreux avec l'environnement social. Hein, il n'y a pas cette idée du cocon familial, hein, du home sweet home, hein, qui existait à la même époque dans la bourgeoisie. Pour autant, hein, ce fonctionnement familial bourgeois va être envisagé comme un idéal à atteindre. Alors déjà du côté des autorités politiques, mais aussi des autorités syndicales, hein, y compris les syndicats ouvriers vont considérer qu'il serait bien que les ouvrières puissent rester dans leur foyer pour s'occuper de leur habitat, de leur mari, de leurs enfants. Les autorités religieuses aussi, hein, vont considérer que c'est un idéal de fonctionnement familial qui devrait s'étendre, hein, à, à toutes les familles. Et donc, début 20e, hein, lorsque les salaires s'améliorent et que les ouvrières, hein, peuvent arrêter de travailler parce que le revenu du mari suffit, hein, on va voir, hein, ce modèle familialiste adopté, hein, par d'autres groupes sociaux, hein, et donc ce qu'on a appelé la classe moyenne, hein, et aussi une part de la classe ouvrière, hein, vont adopter ce modèle familial, hein, de la femme au foyer, et donc responsable domestique et parental, et de l'homme responsable économique. Donc, on a une parenthèse historique, hein, entre les années 1920 et 1960, où va prédominer, à la fois dans les représentations, mais aussi dans les pratiques, hein, en termes de nombre, ce modèle familial relativement clos vis-à-vis de l'extérieur, très mobilisé, hein, sur l'ascension sociale, avec une spécialisation forte, hein, des fonctions masculines et féminines, avec également, hein, la limitation du nombre d'enfants, hein, pour pouvoir aussi permettre, hein, leur ascension sociale. Donc ce modèle familialiste-là, il est dominant, hein, entre les années 20 et les années 60. Il est parfois appelé modèle traditionnel. Ça n'est pas très pertinent dans la mesure où, comme je viens de vous l'expliquer, il, il n'a pas une longue tradition, hein. Il est ancien dans la bourgeoisie, mais la bourgeoisie n'est qu'une frange de la population, hein, et la grande part de la population a une autre organisation familiale. Et donc, il n'a prévalu, hein, que sur ces 4 décennies. Là. Je vous renvoie pour plus de détails, hein, de démonstrations, à Martine Segalen, hein, qui a bien montré cela. Et ce modèle familialiste est remis en cause dans les années 60 par les femmes, d'abord. Voilà, hein, la grande part, hein, ont effectivement abandonné le travail extérieur, hein. Ce n'est que dans les familles les plus modestes où le revenu de l'époux ne suffit pas que les femmes continuent à travailler. Et puis aussi, hein, une petite frange de femmes instruites, hein, qui refusent, hein, de se consacrer à la fonction d'épouse et de mère. Donc on a encore, hein, sur cette période des années 20 aux années 60, un tiers des femmes qui ont un emploi extérieur au foyer. Mais c'est extrêmement bas, hein, comparé à la situation précédente et à la situation qui va advenir ultérieurement. Donc ce modèle familialiste, hein, qui prédomine sur ces 4 décennies va être remis en question par les femmes qui sont au foyer pour une grande part d'entre elles, et qui pour une grande part d'entre elles n'y trouvent pas satisfaction, hein. Si elles l'ont souhaité, hein, pour partie,
en idéalisant cette situation, en particulier pour des femmes qui pouvaient être dans des emplois difficiles. Voilà, il pouvait paraître intéressant d'être désormais consacrées à des tâches au sein du foyer. Dans le concret, elles en sont relativement insatisfaites. Vous allez le voir, vous allez en voir et entendre des témoignages dans ce document 30 ans de télé, vie de couple, vie de famille. Et elles vont même se soulever, pour une part d'entre elles, à la fin des années 60, pour réclamer une transformation du fonctionnement familial et de ne plus être cantonnées à ces fonctions d'épouse et de mère. Elles revendiquent, ces femmes qui se mobilisent, une égalité des hommes et des femmes aussi, alors dans la société dans son ensemble, mais aussi dans la sphère familiale, et cela passe par une révision des fonctions, des rôles affectés aux unes et aux autres. Ce sont aussi les jeunes qui vont remettre en cause ce fonctionnement familialiste qui leur paraît très étouffant. La famille de type bourgeois, même si elle s'est répandue à toutes les catégories sociales, apparaît un peu comme le symbole de la vieille société poussiéreuse, engoncée dans beaucoup de contraintes. Ils ont l'impression d'avoir un peu un couvercle se poser sur leur existence, qui voilà, les empêche de définir leur vie comme ils le souhaitent. Et donc dans les années 60, ce sont aussi les jeunes qui vont vouloir transformer le fonctionnement des familles, avec l'idée que c'est l'un des socles de la vieille société qu'ils veulent voir changer. Pour autant, cet idéal égalitaire auquel aspirent les jeunes, les femmes, mais au-delà aussi évidemment des gens plus âgés et aussi des hommes, cet idéal égalitaire est difficile à incarner puisque il n'y a pas de mode d'emploi. Il faut inventer ce nouveau fonctionnement familial. Et donc, très clairement, les, les familles, les individus vont tâtonner pour essayer d'inventer cette famille égalitaire à laquelle ils aspirent. On peut dire donc que depuis les années 70, depuis la fin des années 60, les statuts, mais aussi les fonctions, les rôles sont moins déterminés et que, alors évidemment dans la loi, dans les lois, mais aussi dans les pratiques, dans le concret quotidien, les individus tâtonnent, essaient de voilà, créer des, une organisation plus égalitaire au sein de la famille. Pour certains penseurs de la réalité familiale, là je vous cite, enfin je me réfère à Marcel Gauchet qui est un philosophe, mais aussi François Dubay ou Daniel Martuccelli, il y aurait désinstitutionnalisation de la famille. Vous vous rappelez de la définition d'institution que vous avez appris l'an passé. On vous a défini dans le cours d'introduction à la sociologie l'institution comme étant une forme sociale durable, fondée sur des valeurs, assignant aux individus des modèles de comportement faisant l'objet d'un contrôle social. Et donc, en considérant que les modèles de comportement étaient remis en cause, se délitaient, autrement dit, il n'y a plus de modèles de comportement qui détermineraient les pratiques des femmes d'une part et les pratiques des hommes d'autre part. Le contrôle social s'est beaucoup affaibli. Aujourd'hui, personne ne va blâmer une femme qui va travailler à l'extérieur. Et
Personne ne va non plus blâmer un homme qui va rester au foyer. Au contraire, on va même plutôt le louer, hein, le louanger. Donc, de ce fait-là, hein, ces auteurs vont considérer qu'il y a désinstitutionnalisation de la famille. Du fait aussi des transformations des formes familiales que l'on a évoquées précédemment, l'augmentation des familles monoparentales, des familles recomposées. Voilà, ils considèrent que cette institution, hein, s'est fortement affaiblie, hein, et ils parlent même de désinstitutionnalisation. Je ne partage pas complètement leur point de vue parce que si effectivement, hein, les modèles de comportement sont fortement affaiblis, il y a néanmoins, hein, une forme sociale durable, hein, qui perdure, une forme familiale, hein, avec voilà ce que l'on a appelé tout à l'heure, hein, la forme conjugale monogame, hein, qui reste encore la forme de vie privée prépondérante, hein, ici et maintenant. Alors certes, les gens ne sont plus mariés, mais pour le reste, hein, c'est quand même, me semble-t-il, encore une forme sociale, hein, de référence, avec effectivement, hein, une montée de familles monoparentales et de familles recomposées, hein, mais qui reste tout à fait minoritaire, hein, par rapport à cette famille monogame conjugale, hein, mariée ou non, qui perdure. Donc c'est pour ça que je trouve que le terme de désinstitutionnalisation, hein, est un peu fort, hein, même s'il est vrai que les modèles de comportement se sont totalement transformés. Cette moindre détermination des statuts et des rôles des hommes et des femmes ont été diversement interprétés. Euh, pour, euh, pour certains, par exemple pour un sociologue québécois qui s'appelle Daniel Dagenet, cette moindre détermination des fonctions et des rôles va être source de mal-être, de maladie, voire même de violences intrafamiliales. Donc voilà, à l'échelle individuelle, hein, des effets négatifs, hein, selon Dagenet, de cet affaiblissement des, des rôles, hein, de, de comportement des hommes et des femmes dans la famille. Et puis à l'échelle collective, hein, ça a été aussi interprété négativement comme effondrement, hein, de la base familiale de la société. D'autres chercheurs, hein, ont une lecture beaucoup plus positive, hein, de ces transformations. Là, par exemple, je pourrais citer François de Singly, hein, qui considère que, à l'échelle des individus, hein, le fait que les modèles de comportement soient beaucoup plus ouverts, hein, cela produit des possibilités d'autodéfinition des personnes par elles-mêmes, hein, qui sont beaucoup plus satisfaisantes, hein, nous dit de Singly, que d'avoir la contrainte sociale, hein, de rentrer dans les fonctions d'épouse et de mère, par exemple, hein, pour les femmes, ou dans la fonction de responsable économique, hein, pour les hommes. Donc, pour de Singly, hein, ces changements sont positifs à l'échelle des individus. Euh, c'est aussi interprété comme positif à l'échelle sociale, hein, en tant que euh, changement social. Autrement dit, hein, on permet aux acteurs sociaux, hein, de transformer la réalité sociale dans le sens qu'ils souhaitent, hein. Et donc là, on n'est plus sur la reproduction, hein, mais au contraire dans voilà, un temps, une période de transformation sociale. Alors à quoi tiennent ces transformations, hein? Ces transformations des formes familiales et plus encore, hein, de ces rapports sociaux au sein de la famille, hein, de ces
relations intrafamiliales. D'où cela vient-il, hein? Qu'est-ce que vous pouvez envisager comme source, hein, de transformation? Je vous laisse un petit peu réfléchir. Il y a sans doute, hein, plusieurs idées qui vous viennent à l'esprit. On pourrait distinguer entre des moteurs indirects, hein, qui tiennent au contexte, hein, socio-économique, et puis des moteurs directs, hein, de ces transformations. Euh, dans les moteurs indirects, hein, pensez déjà à l'élévation de l'instruction. Première moitié du XXe, hein, les jeunes désormais connaissent en majorité une scolarité secondaire, autrement dit, ils poursuivent au-delà de la scolarité primaire. Euh, Cela pour tous les milieux sociaux et pour les garçons et les filles. Donc on a un niveau d'instruction générale, hein, qui a beaucoup augmenté sur la première moitié du XXe. Et en conséquence, hein, ça explique aussi que les individus soient moins soumis aux contraintes sociales, hein, et davantage de regard critique, hein, de capacité d'analyse et de capacité de changement, hein, sur ces réalités sociales. En particulier, les femmes, hein, vont être en capacité voilà, d'analyser, hein, le rapport de soumission dans lequel elles sont inscrites socialement et de revendiquer une transformation, hein, de ce rapport hiérarchique. C'est aussi la maîtrise de la fécondité par les femmes elles-mêmes. 1967, ce qu'on appelle la pilule, hein, va être désormais accessible aux femmes, hein, sur prescription médicale en France. Donc la loi, voilà, là c'est la loi Neuwirth, hein, qui autorise, hein, la prescription de la contraception médicale aux femmes. Et ça transforme complètement la situation, puisque antérieurement, hein, les femmes avaient beaucoup de mal à réguler leur fécondité, hein, d'autant plus que première moitié 20e, il y avait des lois qui interdisaient la contraception et l'information sur la contraception. Alors on va dire la contraception artisanale, hein, d'accord, il n'y avait pas la contraception médicale, mais jusqu'au début 20e, il y avait une connaissance, hein, de pratiques contraceptives, hein, alors évidemment l'abstinence, hein, mais aussi le coït interrompu, et puis des remèdes, hein, des, des plantes, hein, particuliers qui pouvaient être utilisées pour limiter, hein, les risques de grossesse, hein, ou pour avorter, hein. Donc voilà, des pratiques qui avaient été en vigueur jusqu'au début 20e, hein, qui ont été, de par la loi, interdites, hein, et dont l'information aussi a été interdite, hein, en 1910, en 1920, et qui en conséquence, hein, font que les femmes sont beaucoup plus soumises, hein, aux aléas de la fécondité, et donc étaient perçues, hein, et se percevaient elles-mêmes comme voilà, potentiellement enceintes, hein, potentiellement mères. Pour une sociologue qui s'appelle Marie-Blanche Tahon, T-A-H-O-N, cette maîtrise de la fécondité grâce à la contraception médicale, hein, donc à partir de 1967, euh, ça donne une égalité de situation aux hommes et aux femmes par rapport à la procréation. Hein, les femmes désormais ne seront enceintes que si elles le souhaitent et quand elles le souhaitent. Et du coup, hein, dit Marie-Blanche Tahon, il n'y a plus ce motif, hein, ou cet alibi pour justifier d'une infériorité sociale des femmes, hein, suspectées antérieurement de pouvoir tomber enceinte, d'être mère, hein, et donc de ne pas pouvoir s'investir dans un emploi professionnel, dans des responsabilités. Donc cette maîtrise de la fécondité, là, elle participe du statut, hein, du changement de statut des femmes. Et pour Marie-Blanche Tahon, c'est un élément euh, central, moteur, hein,
de cette égalitarisation des statuts entre hommes et femmes. Il faut aussi évidemment prendre en compte le retour des femmes dans l'emploi. À partir des années 60, les femmes retournent à une activité professionnelle et clairement, elles sortent ainsi de la dépendance économique que le modèle familialiste institue entre femmes et hommes. Une femme qui n'a pas d'emploi, n'a pas de revenus, et en conséquence se retrouve de fait sous la dépendance de son conjoint. Elle n'a pas la possibilité de s'en séparer, puisqu'elle n'a pas de ressources propres. Donc, l'accès à un emploi à l'extérieur signifie aussi indépendance économique et donc capacité de négocier, de s'opposer à une autorité de l'époux. Et puis de façon plus large, les processus d'individualisation participent aussi à cette revendication, à cette transformation du statut des femmes. Le processus d'urbanisation amène aussi des changements importants dans les modes de vie, dans les conditions d'existence, qui entraînent un changement des façons de penser. On ne vit pas de la même façon et donc on ne pense plus pareil. Et donc désormais, cette infériorisation des femmes, elle n'est plus comprise, elle n'est plus admise. Et puis, de façon plus large, dans les années 60, émerge cette aspiration à la liberté, à l'égalité, alors beaucoup chez les jeunes, mais aussi chez les femmes, avec cette revendication forte à l'égalité qui contredit complètement, évidemment, la hiérarchie homme-femme qui est observée dans beaucoup de pratiques et de lois encore à cette époque. Et puis les moteurs directs de ces transformations, ce sont les femmes elles-mêmes qui, pour une petite part d'entre elles, vont se mobiliser pour revendiquer l'égalité de statut entre hommes et femmes. Et pour une grande part, ne vont pas aller faire les manifestations dans les rues, ne vont pas signer des pétitions, vont rester relativement silencieuses chez elles, vont même parfois continuer à accepter cette infériorisation au sein de leur famille, mais qui vont, du fait de leur insatisfaction de leur propre situation, qui vont transmettre à leur enfant une vision complètement éloignée du modèle familialiste. Et en particulier qui vont dire à leur fille, je ne veux pas que tu sois comme moi, il faut que tu réussisses à l'école, que tu aies un diplôme et que tu ailles travailler. Autrement dit, c'est par l'éducation que une grande part des femmes ont participé aux modifications du statut des hommes et des femmes. C'est-à-dire qu'elles vont, elles, rester dans cette situation d'infériorisation, mais elles vont transmettre à leurs filles l'idée qu'elles doivent accéder à une autre situation sociale, à un autre statut. Et donc, elles ont été moteurs de façon en large part invisible des modifications de la réalité familiale et en particulier de cette réduction des écarts qui pouvaient exister, des inégalités qui pouvaient exister entre femmes et hommes. Donc on va s'arrêter là pour aujourd'hui et je vous invite donc à aller visionner ce film 30 ans de télé, vie de couple, vie de famille, que vous allez trouver sur le site de Cursus. Et puis, à aller voir, si vous ne l'avez pas déjà fait, l'interview de Simone de Beauvoir sur Internet. Et puis à lire aussi l'article que je vous ai mis sur le site de Cursus, l'article de Pierre-Jean Simon intitulé « Différenciation et hiérarchisation sociale ». Voilà. Donc, on s'arrête là pour aujourd'hui et on se retrouve pour poursuivre sur cette thématique des rapports sociaux de sexe et des inégalités afférentes à la prochaine séance.